Hello les TG3. Alors, écoutez, c'était prévu qu'on le fasse ensemble en classe, cette suite de cours, mais bon, comme vous me faites faux bon, écoutez, je vais avancer tout seul alors, hein, et en enregistrant et puis en vous transmettant la vidéo. Et puis, on fera un petit point vendredi. Je vous ai lancé une invitation pour vendredi en première heure de l'après-midi. Histoire de faire éventuellement un point et répondre à vos questions s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Alors on est toujours dans la société française, hein, dans les chamboulements des années 70-80. Donc on a vu les aspects politiques dans la première partie, on va voir maintenant les aspects sociétaux, hein, à savoir l'évolution de la société française, qui est à ce moment-là en pleine mutation. Je vous rappelle, hein, comme j'avais déjà dû vous le dire sur la première partie, le postulat de départ, il est le même, hein. On a une jeunesse, une société française qui rajeunit, hein, qui a vu ces jeunes à peine majeurs, hein, il n'était pas d'ailleurs, puisque la majorité était à 21 ans à l'époque, mais donc cette génération de 1968, hein, qui manifeste sa volonté de changer la société et qui va avoir des répercussions sur les décennies à venir et même encore maintenant, on peut dire qu'il y a eu un avant et un après 1968. Donc forcément, une société plus jeune qui n'a plus forcément les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes projets que la génération de leurs parents ou de leurs grands-parents, et qui ont voilà, une envie de liberté, hein, dans un monde qui est bien morne à cette époque-là, puisqu'on est à la fin de la période des Trente Glorieuses, et là, on est rentré de plein pied dans les années de crise. Alors, avec 68, on a vu que les jeunes voilà, voulaient une autre société. Dans cette jeunesse, il y a des femmes jeunes, hein, qui veulent aussi que finalement les choses changent, hein, et qui ne supportent plus cette société assez patriarcale, hein, bien établie depuis des générations et des générations. Et là, elles ont fermement l'intention de faire bouger les choses. Donc, premier point vers une émancipation des femmes. Alors on en a fêté très récemment, peut-être avez-vous, j'aurais peut-être dû faire un truc là-dessus d'ailleurs, tiens. C'était début avril, hein, le 5 avril, on a fêté les 50 ans de ce qu'on a appelé l'appel des 343. C'est celles qui vont plus ou moins lancer, alors le mouvement de libération des femmes, le MLF, hein, euh, il n'a pas une date de naissance particulièrement précise, mais on y est là, hein, il y a eu toute une série d'événements en 70, 71, de révoltes un peu de femmes qui veulent secouer un peu cette société un peu trop figée. Donc je vous enverrai dans le mail avec le lien pour cette vidéo, comme j'avais fait la fois dernière, deux, trois vidéos aussi qui compléteront, qui vous permettront puisque là on est dans une histoire quand même assez récente, on peut s'appuyer sur des documents vidéo qui sont quand même plus parlants. Donc je vous donnerai deux, trois liens de vidéos qui pourront illustrer mon propos, et donc j'en mettrai un justement sur le MLF, hein, qui montre un peu voilà, ce que veulent les femmes, et vous allez voir que c'est quand même assez intéressant à écouter. Et donc là, cet appel des 343, ce sont des 343 femmes donc, qui publient un article, hein, enfin font une espèce de pétition qui devient un article qui est publié dans les journaux, où elles déclarent voilà, fièrement avoir avorté. Alors toutes ne l'ont pas fait forcément, mais elles ont été solidaires de ce mouvement-là, donc elles ont signé. C'est ce que, si je me souviens bien, je crois que Simone Veil l'a signé aussi, cet appel, mais c'était pas du tout évident qu'elle ait eu affaire à d'une contraception, enfin à un avortement sauvage. Euh, L'enjeu, il est simple, hein, l'avortement est interdit à l'époque. Dans cette société nouvelle, beaucoup et cette période de libération sexuelle, hein, à partir de 1968, les accidents arrivent, on va dire, un peu plus facilement.
Et donc les avortements augmentent considérablement. Or, ils sont interdits, donc ils se font de manière clandestine dans des conditions d'hygiène et de maîtrise technique très aléatoires, et ce qui entraîne énormément de complications de santé, voire même de mortalité importante, hein, dans les avortements qui se passent mal. Et donc, voilà, ces femmes revendiquent le droit à pouvoir avorter dans des conditions saines et sereines à l'hôpital lorsqu'elles ont voilà, une grossesse qui n'était pas désirée. Donc vous avez une affiche hein, du planning familial, voilà, ça c'est le planning familial va naître un peu après cet appel hein, qui voilà, milite pour avoir le droit d'avorter. Donc ce que Simone Veil hein, va prendre cet enjeu à bras le corps, c'est une aussi de ses nombreuses réussites dans sa vie et qui fait que c'est une des femmes quand même les plus importantes dans notre histoire. Et puis vous avez, vous lirez, hein, je ne vais pas vous lire, donc un texte qui vous milite aussi, c'est donc Yvette Roudy qui est donc une des premières ministres femmes. Si c'est une femme, hein, je ne vais pas jouer les méchants, mais bon. Vous verrez dans plusieurs reportages, c'est la mode des grandes lunettes qui cachent à moitié des visages et donc on ne sait pas trop des fois, enfin ça perturbe un peu. Donc, ministre des droits de la femme et qui publie un texte de loi qui voilà, combat la discrimination à l'embauche, hein, puisque voilà, ça devient d'un seul coup, là au début des années 80, répréhensible par la loi de définir des emplois qui sont réservés aux femmes ou qui sont interdits aux femmes ou qui voilà, mettent en place une discrimination à la fois salariale ou sexiste. Alors, bon, c'est une base, hein, quand on parle d'égalité salariale, on est encore loin du compte maintenant, mais en tout cas, ce sont les premiers actes. Alors, pour vous montrer un peu l'évolution, hein, voilà un petit peu bah, ce que ces femmes ne veulent plus hein, et qui a longtemps été mis en avant. Hein, et vous voyez, voilà, c'est un peu, c'est presque caricature, mais c'était peut-être même pas trop le cas à l'époque, dans les années 50, 60, sur un modèle un peu américain. Hein, c'est ce qu'on trouvait aussi en France. Hein. Donc là, vous voyez, hop, hop, je vais loin, là, la femme qui voilà, prépare son repas, repart le repas, qui doit être prêt quand son mari revient. Elle s'occupe aussi donc des enfants. Vous voyez, elle fait sa cuisine en haut talon, puisqu'elle doit recevoir son mari en étant aussi élégante et souriante. Hein. Vous voyez, elle subvient à tous les besoins de son mari, elle lui a apporté le journal, hein, il doit probablement boire son whisky quelque part, et voilà, on lui allume sa pipe. Hein. Donc on voit cette femme voilà, qui fait un peu vitrine, hein, élégante, souriante, qui gère la maison, les enfants, tout en ayant l'air épanoui, hein, ce qui n'est bien sûr pas la réalité. Et voilà un petit peu ce que les femmes cherchent à devenir et deviennent hein, d'ailleurs dans les années 70, hein, voilà, en quittant un peu cette mode très élégante mais très, voilà, très stricte, hein, avec voilà, des couleurs plus bariolées, le droit de, voilà, de montrer son corps aussi, notamment ses jambes. Là aussi, vous voyez, donc là on est à Londres, là c'est la France, là on est à Londres, ce qu'on va appeler à l'époque le Swinging London, hein, où voilà, alors imaginez maintenant ce que ça donnerait, ça. Hein, on peut dire qu'on a fait un peu marche arrière hein, de ce côté-là, mais euh, les femmes revendiquaient le droit, voilà, d'exposer leur corps, de montrer leurs jambes. Bon, après le choc original, hein, c'est assez vite rentré dans les mœurs finalement à cette époque-là, et ça ne choquait plus forcément grand monde. On peut imaginer que ça en choquerait plus maintenant. Donc voilà hein,
le, ce que une des revendications des femmes, il ne faut pas réduire les revendications des femmes à ça, à un simple paraître, bien évidemment. Derrière, il y a un message, hein, il y a une volonté de liberté, il y a une volonté voilà, de sortir de chez soi et de pouvoir mener une vie telle qu'on l'entend et pas rester cantonné avec un seul objectif, c'est se marier et faire plaisir à son mari. Voilà, on voit ces femmes qui sont heureuses d'être dehors et de pouvoir vivre comme elles l'entendent. Donc l'émancipation des femmes se produit dans la société, hein, dans la lignée de mai 68, un féminisme. Donc c'est le féminisme, hein, c'est le mouvement qui vise à essayer d'abolir les inégalités entre les hommes et les femmes. Et forcément, bah, pour se faire entendre, il faut être assez radical. Donc, je n'ai pas choisi ce documentaire-là parce qu'après, il est un peu trop long, mais vous avez un épisode en 1970 ou 71 qui a été assez violent, assez radical, hein. Sont des femmes, bah, celles qui sont probablement à l'origine du MLF, hein, qui on débarque place de l'Étoile, hein, au bout des Champs-Élysées, là où il y a l'Arc de Triomphe, avec des gerbes de fleurs et elle s'avance vers l'Arc de Triomphe pour déposer ces gerbes de fleurs devant le soldat inconnu, mais avec des banderoles où il était marqué plus inconnu que, il existe plus inconnu que le soldat, de point sa femme. Et forcément, ça n'a pas plu, donc la police a débarqué, elles se sont fait arrêter assez violemment d'ailleurs, embarquées dans des camionnettes de flics, elles ont été entendues dans un poste de police, elles ont été vraiment dans la provocation aussi à de nombreuses reprises, et donc ce qui fait que ça, on en a beaucoup parlé dans les journaux à ce moment-là, et c'est ce qui est un petit peu, c'est le premier acte, on va dire, fondateur de révolte des femmes, hein, avec cette première provocation, mais elles étaient obligées de passer par là pour pouvoir se faire entendre, sinon on n'aurait jamais fait d'article sur les femmes, puisque c'était pas un sujet, les femmes. Je vous dis, les femmes étaient chez elles et s'occupaient de la maison et des enfants. Donc, hein, ce mouvement dénonce la domination masculine, une société, je vous l'ai dit tout à l'heure, patriarcale, donc dominée par le chef de famille, donc le mari ou le père, hein. Et donc, c'est à un moment donné un mouvement qui affirme le droit des femmes à disposer librement de leur corps. Donc, je crois que c'est le reportage que j'ai choisi, hein, à un moment donné, vous verrez, hein, là aussi c'est un peu provocateur, hein, ces femmes enfin, décident de faire la grève du sexe, hein, notamment en disant voilà, nous, on n'a pas. Parce que le sexe à l'époque, c'est surtout considéré comme étant un acte reproducteur, hein, et les femmes disent voilà, nous, on n'a pas forcément. Notre objectif, c'est pas de faire des enfants tout au long de notre vie, quoi. Et on a une autre conception de ce que peut être le sexe. Donc voilà, hein, alors c'est très provocateur, encore une fois, hein, vous verrez dans le documentaire, mais voilà, c'est par la provocation que petit à petit les choses avancent. Alors voilà, hein, bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, le manifeste des 343, qui est rédigé par une écrivaine connue à l'époque, Simone de Beauvoir, et qui voilà, revendique le droit à l'avortement, qui va lancer, hein, donc du coup c'est un problème qui va être pris à bras le corps par Simone Veil, qui va aboutir à deux lois, hein. La première qui va permettre d'officialiser de rembourser tout le moins la pilule contraceptive qui existait mais qui était très chère, donc que personne n'utilisait, et qui autorise, qui légalise l'interruption volontaire de grossesse. Il faudrait, j'ai pas eu le temps, mais bon, si j'ai le temps d'ici là, je regarderai, j'essaierai de le mettre. Mais sinon, vous pouvez éventuellement regarder, hein, quand on a il reste des courts extraits, je crois, de Simone Veil qui rentre dans l'Assemblée, qui est constituée à 95% d'hommes, hein, quand je dis 95, ça doit être 99, où elle annonce, hein, son projet, où elle explique son projet de loi pour légaliser l'interruption volontaire de grossesse. Et vous voyez un peu le courage de cette femme qui sourcille pas, qui explique, hein, le bien fondé de sa loi et
face à elle, vous avez plusieurs centaines d'hommes, donc des députés, hein, qui sont là presque caricaturaux, quoi, la main dans le pantalon, comme s'ils étaient rafalés dans le canapé, en train de boire une bière, en train de rigoler. Il y a un moment donné, il y en a un qui l'insulte de salope, et c'est vraiment très très tendu, quoi. Et elle, droit dans ses bottes, elle y va, et finalement, bah, elle arrive à convaincre les députés parce que la loi finalement sera votée. Tout juste, mais elle sera votée. Donc, comme on l'a vu avec la loi, enfin, vous pourrez lire la loi Roudy, hein, cette émancipation, elle essaye aussi de se faire dans le travail, hein, dans l'activité salariale, parce que les femmes petit à petit rentrent sur le marché de l'emploi. N'oublions pas qu'on est dans une société petit à petit qui se tertiarise, hein, l'industrie va commencer à baisser, par contre les services augmentent et offrent des métiers qui sont davantage, enfin plus facilement adaptables aux femmes. Et donc, elles peuvent plus facilement trouver un emploi qu'un emploi à l'usine, dans du travail à la chaîne, qui était bien sûr pas forcément idéal pour les femmes quand on est sur des métiers qui demandent une grande force physique. Donc, on essaye aussi du coup de légiférer pour dire voilà, si les femmes travaillent, elles ont droit aussi, elles ont des droits, elles méritent un salaire qui est en rapport avec leur peine, avec leurs efforts, et donc voilà, petit à petit on légifère, mais c'est laborieux, c'est lent, et il est évident que les professions les plus importantes, les plus rémunérées, celles qui ont le plus de responsabilités sont encore à cette époque-là, largement accordées aux hommes. Alors, je vous ai parlé aussi, hein, de cette société qui rajeunissait, hein, et forcément, les choses vont du coup changer. Il y a de plus en plus d'élèves qui font des études, il y a de plus en plus de bacheliers, donc il va falloir développer les études supérieures, et puis du coup on commence à réfléchir aussi à une certaine forme d'égalité dans l'éducation, permettre aux enfants, quel que soit leur milieu social, d'avoir les mêmes chances. Et donc, il y a une loi importante en 75 qui est la mise en place du collège unique. C'est-à-dire qu'à l'issue de l'école primaire, hein, jusqu'à présent, il y avait une espèce de certificat d'études, hein, je crois qu'on appelait ça comme ça, et en fonction des résultats, les meilleurs partaient en collège, c'était vraiment une minorité, et les autres partaient plutôt soit en collège technique ou en collège professionnel, voire voilà, petit à petit s'engager dans des filières qui les amenaient à travailler. Donc là, on a dit que bah, voilà, il fallait donner une chance aux jeunes d'avoir un métier plus diplômé, donc plus rémunéré, sachant que bah, dans cette société qui se tertiarise, hein, je vous expliquais, bah, le niveau d'études demandées, il commence à augmenter. Donc on décide de créer le collège unique, c'est-à-dire que voilà, toute une classe d'âge a le droit d'aller au collège, sans partir directement dans quelque chose de professionnalisant. On décide aussi, alors là, révolution, de mélanger les garçons et les filles. Et pareil, dans un des reportages que je vais vous donner, vous allez voir que ben, d'une, ça a déstabilisé les gens. Vous avez des interviews de garçons et de filles de l'époque, c'est assez rigolo. Et puis, vous allez voir que, mine de rien, même encore de nos jours, il y a des gens qui remettent en cause ça en disant que c'était pas forcément une bonne chose que de mélanger les garçons et les filles, et qu'il faudrait peut-être revenir à un collège, à des écoles de garçons et des écoles de filles. Voilà, donc du coup, bon, vous voyez, hein, le nombre de bacheliers augmente régulièrement. Du coup, le nombre d'étudiants dans l'études supérieures augmente régulièrement aussi. Là, ben, écoutez, puisqu'ils sont de plus en plus importants, on constate quand même que leur poids, même leur poids électoral, peut être de plus en plus important. Donc on baisse l'âge de la majorité à 18 ans, parce que les parents sont effondrés en disant mais on est quoi à 18 ans, on connaît rien de la vie, comment on peut autoriser des gamins de 18 ans à voter, hein.
Bon, il y a une époque pas si lointaine, on a même évoqué la possibilité de le descendre à 16 maintenant. Bon, ça a été repoussé pour l'instant, mais qui sait si ça ne reviendra pas sur le tapis. Alors, ce qui est maintenant, voilà, considéré tout à fait normal, à 18 ans, d'avoir la majorité et de pouvoir voter, de pouvoir exprimer une opinion, bon, c'est plus remis en cause, mais à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Et puis, on verra, bah, on s'adresse, il y a une culture jeune qui se développe, et notamment dans les années 80, la musique, les premières vidéos, il y a des chaînes consacrées totalement aux vidéoclips, hein, des chaînes musicales. C'est les premières, ça doit exister encore maintenant, je dis ça, mais ça doit exister encore maintenant. Mais en tout cas, ça a commencé à ce moment-là. Et puis ben, apparaissent aussi des événements plutôt réservés aux jeunes, comme la fête de la musique, hein. Je vous ai préparé aussi un petit reportage aussi là-dessus, où donc en 1982, hein, le jour du solstice d'été, hein, donc le 21 juin, le jour où la, la journée est la plus longue et la nuit la plus courte, euh, le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, met en place la fête de la musique qui, dans ce début des années 80, dans cette période encore morose, hein, de crise économique, on décide de faire voilà, l'histoire d'une soirée, voilà, pouvoir aller dans la rue, s'amuser, chanter, et ça donne aussi la possibilité à des amateurs, hein, de pouvoir descendre dans la rue et de jouer de leur instrument, ou des petits groupes amateurs, de pouvoir faire un mini-concert au bord de la rue, sans que ça soit interdit. Donc au départ c'est pareil, hein, tout le monde se demande à quoi ça pourra bien servir cette histoire, et puis finalement bah, c'est un événement qui existe encore, et comme quand l'année dernière ça a été annulé, généralement les gens sont bien malheureux, même si moi j'ai connu du coup l'évolution de cette fête de la musique. Je déplore que les premières éditions étaient vraiment réservées à des amateurs et c'était vraiment bien, enfin même s'il y avait des trucs assez pathétiques, mais on donnait au moins la chance à des gens pas connus de pouvoir s'exprimer. Tandis que maintenant, je trouve que ça s'est un petit peu professionnalisé et qu'on voit des groupes tout à fait, ou des chanteurs dont c'est leur métier, dont c'est leur carrière, se, se- enfin, faire des petits concerts, même gratuits, alors qu'ils prennent peut-être un peu la place de gens qui n'auront pas l'occasion autrement de pouvoir jouer devant des gens. Et bon, c'est peut-être un petit peu dommage, mais enfin en tout cas ça reste un événement festif et apprécié. Voilà, donc les jeunes sont de plus en plus nombreux à rester dans le système scolaire au-delà de l'âge obligatoire fixé à 16 ans. L'économie a besoin de salariés qualifiés, notamment dans les emplois tertiaires. Et la société demande la démocratisation de l'enseignement. Bon, je pense que je vous ai à peu près expliqué tout ça. Donc il y a le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, René Haby, qui instaure un collège donc unique, hein, qui supprime la distinction entre les filières générales et les filières techniques, et puis instaure donc cette mixité garçon-fille au sein de l'école. Donc on parle de massification scolaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes euh, qui sont au lycée, qui rentrent au collège, puis au lycée, puis qui obtiennent le bac. Et donc, voilà, ça va nécessiter le développement, la construction d'établissements du supérieur et le développement de filières du supérieur. Ce qui, n'oublions pas non plus, je reviens 2 secondes là-dessus, va aussi chambouler la structure de la population, puisque petit à petit, du coup, et je reviens sur mes filles, hein, les filles rentrent aussi dans les études supérieures. Et donc la durée des études s'allonge. Et donc l'histoire de la jeune fille qui, à 16 ans, a fini ses études et qui ensuite cherche un mari, et qui, à 18 ans ou à 19 ans, est enceinte de son premier enfant, ça va commencer à s'estomper, ça. Parce que les femmes font des études, enfin les jeunes filles font des études, donc elles consacrent avant tout leur énergie à ces études, et quand bien même elles ont une vie sentimentale tout à fait légitime, c'est pas un projet à 17 ans ou 18 ans ou même 20 ans, c'est de moins en moins un projet que de se trouver un mari et de devenir mère de famille. Elles ont des études, elles font des études, elles ont des diplômes, elles ont fermement envie de les monnayer, elles rentrent dans la vie active,
elles ont un salaire, et donc le projet de mariage et d'enfant arrive plus tard, et sachant que puisqu'elles travaillent maintenant et qu'elles ont un salaire, elles deviennent plus indépendantes. Et donc, du coup, on va voir aussi que le nombre de divorces va augmenter, parce qu'avant, les femmes qui travaillaient à la maison bah, n'avaient aucune source de revenus, donc même si le mari était insupportable, eh ben, il fallait qu'elles le supportent, parce que sinon elles se retrouvaient à la rue sans rien. Et il n'y avait pas beaucoup de perspectives d'avenir pour une femme qui se retrouvait dehors avec deux enfants, sans mari et sans métier. Là, les choses vont changer. Les femmes vont gagner leur indépendance grâce à cette évolution de la société. Donc, bah voilà, hein, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer finalement. L'allongement de la durée, l'allongement des études et l'entrée plus tardive dans la vie active contribuent à faire des jeunes une catégorie sociale mieux définie, plus entendue. C'est pour ça hein, que donc Valéry Giscard d'Estaing abaisse l'âge de la majorité à 18 ans. Alors là, il s'est fait un petit peu avoir parce qu'il a cru que, je vous avais expliqué, on avait vu, hein, vous avez peut-être vu les vidéos de ce soi-disant jeune président hein, qui fait une politique là pour les jeunes. Il est persuadé que en accordant aux jeunes la majorité à 18 ans au lieu de 21, c'était 21, hein, ça baisse de 3 ans, c'est pas rien quand même. En disant, en donnant aux jeunes le droit de voter à 18 ans, que les jeunes allaient le remercier en votant pour lui. Or, le problème, c'est que les jeunes à 18 ans, les jeunes de 18 ans en 81, bah, ils ont voté pour François Mitterrand. Donc, ça s'est un peu retourné contre lui. Donc, les jeunes peuvent voter 18 ans, dès 18 ans, se marier sans l'accord de leurs parents, ah oui, ça c'est vrai, j'avais oublié ça, de vous le dire, et résider où ils veulent. C'est-à-dire qu'avant, voilà, les jeunes étaient c'est pour ça qu'ils se mariaient tôt aussi, les jeunes, parce qu'il n'y avait pas possibilité de s'échapper de chez soi, notamment pour une fille, si elle ne se mariait pas. Euh, Parce qu'il était inconcevable d'envisager qu'une fille puisse vivre à 18 ans toute seule dans un appartement. Ça aurait été forcément considéré comme une jeune fille de mauvaise vie. Vous voyez un peu les clichés. Hein. Donc, on ne quittait le domicile familial que quand c'est pour créer un domicile conjugal hein, avec un mari. Là, c'est terminé à 18 ans. Quelqu'un qui veut partir pouvait partir sans qu'il y ait d'autres formes de jugement. Voilà, voilà. Et puis, bah, après, vous avez en 1986 donc Chirac qui, voilà, essaye un petit peu de structurer l'enseignement supérieur, hein, parce que d'un seul coup, on constate, alors que c'était vraiment une minorité avant, hein, dans les années 60-70, enfin surtout ouais, début des années 70, 68 a changé les choses quand même. Mais jusqu'en 1968, les étudiants, c'était vraiment une minorité, hein, à la fois intellectuelle et sociale. Mais là, on le voit, hein, le baby boom qui fait pression, il y a de plus en plus de jeunes, donc on va à l'école, on ouvre le collège unique, on arrive au bac, il y a de plus en plus de jeunes qui rentrent à l'université ou dans les études supérieures, et donc à un moment donné, Chirac, il veut structurer ça et quand même limiter un peu, parce qu'on se constate quand même qu'à l'université, il y a énormément d'échecs. Et donc il essaye de restreindre un petit peu, mais voilà, il va se taper une méga grève des jeunes contre ça, et il va être obligé de retirer un petit peu son projet. Et donc cette culture jeune, ben, voilà, elle s'affirme à la fois dans les médias, dans les donc télé, magazines, mais aussi donc sur un plan politique et social. Ce qui nous amène aussi à une plus grande diversité dans la société, puisque on est aussi dans une société où va apparaître les enjeux de l'immigration qu'on n'avait pas trop regardé dans les années 60 parce qu'elle était déjà là, elle était réelle cette immigration étrangère en France, mais c'était la période de prospérité, c'était les 30 glorieuses, les usines tournaient plein pot, on avait besoin de gens pour travailler à la chaîne, la population française n'était pas suffisamment importante, donc on était très heureux d'aller chercher, et notamment dans les anciennes colonies, et les anciennes colonies pas trop éloignées, donc les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, de la main-d'œuvre, bon marché, pas trop exigeante, et qui acceptait de travailler beaucoup. Donc ça s'est plutôt passé comme ça, donc ça ne posait pas trop de problèmes. L'été, souvent, les travailleurs saisonniers dans les champs, c'était souvent des étudiants étrangers
pareil, maghrébins, qui venaient en France, travailler 2 mois dans les champs pour avoir de l'argent et pouvoir rentrer chez eux ensuite pour financer leurs études. Et donc, voilà, ça se passait bien. Puis la crise économique est arrivée, et là, subitement, ben, le marché de l'emploi s'est rétracté, et là, il y a eu, on va dire, compétition entre les Français dits d'origine et puis les Français d'origine immigrée, où là, on avait plutôt envie de leur dire, bah voilà, hein, c'était bien, vous nous avez rendu service quand il fallait, mais maintenant on n'a plus besoin de vous, vous repartez chez vous. Et donc d'un seul coup, il y a eu une espèce de racisme, hein, qui s'est développé à l'encontre de ces populations étrangères sous prétexte que, voilà, ils étaient venus en France pour prendre notre travail et notre argent. Alors ça a suscité des réactions assez épidermiques, et notamment de la part des jeunes, encore une fois, qui eux vont refuser cette logique de racisme, hein, et vont créer des marches, des manifestations, voire même des mouvements. Il y a un mouvement Touche pas à mon pote, je vous ai mis un reportage aussi là-dessus, où les jeunes disent, voilà, nous on n'est pas, on est contre le racisme, on n'a rien contre l'immigration, tout le monde a droit à avoir sa chance, et donc s'oppose un petit peu à la génération de leurs parents, de leurs grands-parents, qui ont plutôt une vision, on va dire, nostalgique de la colonisation, qui disent, bon, voilà, après tout, ils nous ont foutus dehors, et ben, qu'ils retournent chez eux. Donc voilà, donc il y a encore aussi un conflit de génération sur ce principe-là. Donc on va osciller dans cette période-là entre des moments où on va plutôt être tolérant, et vous direz, il y a des moments où on accepte de régulariser des immigrés clandestins pour montrer un signe de bonne volonté. On va accepter, par contre, on va aussi réglementer l'immigration, en disant, voilà, on ne peut plus accepter, non plus, ce qui est une réalité, hein, on ne peut pas accepter tout le monde tout le temps, hein, et qu'à un moment donné, ben, il faut être capable de fermer les frontières, parce que de toute façon, on n'a rien à offrir aux populations qui arrivent, puisqu'on n'a déjà plus de travail pour nous. Donc on va suspendre l'immigration au début des années 70. Au milieu des années 70, on va simplement autoriser le regroupement familial. Mais ça, c'était un peu naïf, en disant, voilà, seuls les enfants ou les parents ou les grands-parents, tout au moins on le pensait comme ça, pourront éventuellement rejoindre une famille qui est déjà installée en France. Parce que nous, on avait ce concept-là d'une famille, c'est des parents, des enfants, voire des grands-parents. Mais dans les familles d'autres sociétés ou d'autres religions, le concept de la famille est des fois beaucoup plus large. Il y a le cousin, il y a l'oncle, etc. Donc, du coup, il y a eu problème de conciliation, hein, sur le concept de famille, ce qui a généré aussi des tensions. Ceci étant, ce climat un peu de méfiance, de défiance, de politique qui ne sait pas trop par quel bout prendre cet enjeu de l'immigration, il y a un mouvement qui voilà, n'hésite pas là-dessus, et petit à petit va faire son chemin dans le terreau du racisme, pour pas dire de la xénophobie, hein. C'est le Front National qui, petit à petit, qui était considéré vraiment comme un petit groupuscule de gens à tendance un peu fasciste, va petit à petit gagner de plus en plus de gens qui vont, enfin, de sympathisants, hein, de ces idées-là, et qui va petit à petit se structurer en parti, et qui va même rentrer, hein, à l'Assemblée nationale au milieu des années 80, ce qui a été un premier choc. Mais vous voyez, voilà, c'est quand je vous parlais tout à l'heure des femmes qui ont d'abord choqué, et puis ensuite les choses petit à petit rentrent dans l'ordre quand même. La femme a une place dans la société qui est quand même si tout n'est pas réglé, loin de là, en termes d'égalité de salaire, etc. Mais bon, voilà, la femme quand même maintenant a gagné son indépendance, a gagné un statut. Il a fallu au départ choquer.
Et puis petit à petit, les choses rentrent dans l'ordre. Vous voyez, par exemple, en 84, aux élections européennes, le Front National gagne, aux élections législatives, le Front National place, je sais plus, deux députés, je crois. C'est la fin du monde en France. C'est la fin du monde. En disant, ça y est, les fachos reviennent, hop, on reparle de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et on a dit, bon sang, je sais pas ce qui s'est, on sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu, mais voilà, on nous y reprendra plus hein, aux prochaines élections. Et effectivement, les élections suivantes, bah, il y a plus de gens de représentants du Front National à l'Assemblée. Mais badaboum, un peu plus tard, que Jean-Marie Le Pen est au deuxième tour des élections présidentielles contre Jacques Chirac. Et là, c'est pareil, toute la moitié de la France qui est dans la rue en disant la France, c'est le pays de la démocratie, c'est le pays de la République. C'est incroyable qu'un type qui nie les principes républicains soit au deuxième tour. Et donc Chirac, il gagne avec plus de 80% des voix aux élections. Et on se dit, voilà, c'est terminé, on ne nous y reprendra plus. Et puis, vous voyez, Marine Le Pen a été au second tour aux dernières élections. Tout le monde a l'air de projeter le fait qu'elle sera au deuxième tour aux élections de l'année prochaine. Et puis, ça ne choque plus ça ne choque plus, malheureusement. Et il est possible de se dire qu'un jour, bah, voilà, ça sera vraiment rentré dans les mœurs, et puis c'est presque dans certains endroits d'ailleurs devenu un parti considéré comme étant traditionnel, et un jour, peut-être que quelqu'un du Front National, voilà, probablement pas Marine Le Pen, mais qui sait, dans les personnes qui suivront, qui remplaceront, qui succéderont à Marine Le Pen, qui seront peut-être plus présentables, plus lissées que la famille Le Pen qui a quand même une histoire, ben voilà, on a peut-être le Front National qui remportera les élections. Donc il y a toujours au départ beaucoup de provoques pour faire parler de soi, et puis ensuite, petit à petit, les choses rentrent dans les mœurs, et puis les choses avancent plus facilement. Donc ça s'est passé pour de bonnes choses pour les femmes, ça s'est passé pour de moins bonnes choses, notamment en ce qui concerne le racisme. Donc les jeunes sont toujours prêts hein, à descendre dans la rue, à se faire entendre en 68 pour un nouveau projet de société, ensuite pour obtenir le droit de faire des études, les femmes pour avoir plus de droits, et ça continue. Hein, les jeunes veulent une société moins figée, plus diverse, et donc voilà, après les femmes, après le racisme, arrive aussi la liberté sexuelle, hein, et donc le droit de revendiquer ses préférences sexuelles, qu'elles soient hétéro ou homosexuelles, d'autant plus que ça rentre dans le climat d'une maladie qui apparaît au milieu des années 80 et qui fait des sacrés dégâts, qui est donc le sida, hein, sida dont je vous rappelle, on ne guérit toujours pas. On a plus ou moins trouvé un moyen de le contrôler, mais les personnes qui attrapent le sida l'ont. Pour l'instant à vie, et s'ils en survivent, ils sont soumis à des traitements qui sont quand même très lourds et très contraignants. Ceci étant, voilà, on a les premières gay pride hein, qui arrivent. Voilà, les gens sont homosexuels, estiment ne pas avoir de honte à le dire, et donc créent des défilés musicaux. C'est toujours festif, hein, au départ pour revendiquer leurs préférences sexuelles et en exigeant de ne pas être jugés pour cela. Donc voilà, hein, je laisserai prendre connaissance de ça petit à petit. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les droits LGBT, hein, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, qui petit à petit s'affirment les uns après les autres. Avec donc des associations qui se développent hein, pour défendre la cause de ces gens-là. Un des plus connus, hein, parmi les plus connus, il y avait le groupe AIDS qui militait justement pour essayer d'aider les gens qui avaient le sida, ou bien ACT UP qui, pareil, défendait le droit des homosexuels et la défense de ces gens qui étaient touchés par le sida.
Donc Act Up qui le faisait de manière très très provocatrice et assez violente. Si le sujet vous intéresse, vous avez un film peut-être que vous avez déjà vu, même s'il commençait un petit peu il y a quelques années maintenant, donc vous étiez peut-être un peu jeune pour vous intéresser à ça, mais peut-être que maintenant ça vous intéresse plus. C'était 120 battements par minute, je crois, qui raconte l'histoire d'Act Up. Et c'est très dur comme film, c'est très très dur. Ce sont voilà, ce sont les homosexuels qui ont bon, certains ont le sida et donc ils savent que leur vie est fichue, parce qu'à l'époque on n'en guérissait pas, et qui donc donnent les derniers mois, les dernières années, les derniers mois de leur vie à cette cause, et c'est un film qui est très dur, mais qui voilà, montre la réalité des choses. Et puis voilà, je vais arrêter là, on fera le grand 3 bah, la semaine prochaine, je pense, puisque de toute façon, je ne sais pas, apparemment tout est chamboulé dans les emplois du temps, donc vous êtes parti aujourd'hui, a priori les premières du coup débarquent demain alors que c'était pas du tout prévu. Donc voilà, on va essayer d'improviser tout ça, donc j'espère que très rapidement j'aurai des nouvelles sur la manière dont on va s'organiser votre planning d'ici la fin de l'année, mais enfin, c'est pas comme ça qu'on va réussir, enfin, que vous allez réussir à préparer le mieux le bac si vous revenez plus. À un moment donné, il va falloir revenir, mais je crois qu'apparemment, vous allez devenir la priorité de cette fin d'année. On va finir sur une bonne note quand même, même si attention, hein, faut pas, ce que je vous dis, ça n'a absolument rien d'officiel, mais apparemment aujourd'hui au ministère, vous avez des syndicats enseignants qui sont en train de discuter avec le ministre pour voir s'il n'y a pas un aménagement possible, tout au moins de l'épreuve du grand oral, euh, et tout au moins un allègement, parce que je crois que vous avez deux sujets à préparer, ils sont en train d'essayer de négocier pour que vous n'ayez à présenter qu'un seul sujet, ce que apparemment le ministre, sans pour autant y être vraiment favorable, n'est pas non plus complètement hostile. Donc les heures qui s'annoncent là vont être importantes pour vous, et je vous tiendrai bien évidemment au courant, même si je ne doute pas que vous le saurez au moins aussi vite que moi, s'il y a du neuf là-dessus. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bon courage, et puis je désespère pas vous revoir un de ces jours. Allez, à bientôt.